Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Time for Human. Aujourd'hui, je reçois chez moi, à domicile en présentiel, Juliette Contaragiu. Contaragiu, pardon. Puis je vais demander juste avant comment ça se prononçait. Je te laisse te présenter et on va attaquer le podcast de Time for Human. Salut à tous, super contente d'être là, merci Cyril pour l'invitation. Du coup, comment me présenter? Je dirais que je suis quelqu'un déjà de passionné par les rencontres, je pense que je vais commencer par là plutôt que par ce que je fais. Ok. Il y a plusieurs événements du coup dans ma vie que j'ai organisés qui m'ont fait me rendre compte du coup de l'importance des rencontres à la fois pour apprendre à se connaître et puis comprendre un peu ce que tu as envie de faire de ta vie et dans quelle direction tu as envie d'aller. Donc j'ai organisé pendant 2 ans des conférences TEDx et c'est ça qui m'a pour la première fois fait me rendre compte en fait de l'importance des rencontres et notamment parce qu'à cette période-là j'étais un peu perdue dans mes choix de carrière ou d'avenir parce que j'étais hyper jeune, j'avais 20 ans. J'ai 22 ans. Mais ça m'a donné un cap, si tu veux. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à lancer un podcast. Pareil, ça m'a donné l'occasion de faire plein de super belles rencontres. Et petit à petit, du coup, je me crée un chemin entre la création de contenu, le freelancing, un petit peu d'influence, je commence. Mais en tout cas, toujours sur des projets à impact ou en tout cas avec des personnes qui m'inspirent réellement. Ok, donc tu suis ton cœur, tu sais ce qui te fait plaisir. Et t'étais en études à l'époque, je sais plus, qu'est-ce que tu faisais à la base? J'ai Non. fait une école de commerce, je suis toujours étudiante en fait. D'accord, ok. J'avais même oublié, tu vois. T'es tellement dans l'action, je te vois tellement partout sur les réseaux actifs et tout que... Ok, très bien. Et juste avant, du coup, tu me parlais de l'importance des rencontres. Et pour toi, un sujet qui est important et que tu traites beaucoup, c'est l'introspection, Mhm. l'alignement. Moi, c'est un sujet aussi qui me touche en plein cœur parce que je pense que quand tu rentres sur le marché du travail, moi j'étais ingénieur pour ma part, t'as ce côté un peu qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'accepte un job pour accepter un job? Est-ce que je vais dans une société à impact? Est-ce que ça me plaît vraiment les tâches que je vais faire ou pas? Et moi, avant de rentrer sur le marché du travail, j'avais pris 6 mois pour voyager, pour faire justement cette introspection Mhm. dont parle aussi Ulysse, dont parlent beaucoup de gens sur LinkedIn, dont parlent beaucoup de gens tout court. Toi, comment est-ce que tu vois les choses et pourquoi c'est un sujet qui te tient autant à cœur? Est-ce que toi-même, tu as fait une introspection avant de faire ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu es toujours un peu en introspection? Enfin, comment tu vois les choses? Ok. Alors, dis-toi, l'introspection, en fait, j'ai commencé à en faire quand j'étais en prépa parce que pour le coup, j'étais pas du tout dans l'action. J'étais dans un milieu très académique, donc j'avais aucune idée du monde professionnel. Par contre, on me demandait déjà de me questionner sur ce que je voulais faire plus tard, tu vois. Et pour tout le monde, c'était un énorme challenge de penser à ce que tu voulais faire après parce que t'avais aucune connaissance de la réalité des métiers après une école de commerce. Tout le monde était un peu dans son fantasme. Tout le monde imaginait un peu sa vie de directeur marketing ou directeur financier sans avoir aucune idée de, en réalité, à quoi ça correspondait. Donc, à cette période-là, je pense que j'ai commencé à me demander, tu vois, je travaillais énormément. Vraiment, j'ai jamais travaillé autant de ma vie. C'est une bosseuse, ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, toutes ces heures-là de taf, à quoi ça va mener? Tu vois, j'ai envie que tous ces efforts, ils mènent vers une carrière que je kiffe et pas que je rentre dans une roue où je travaille énormément pour avoir des super beaux CV et au final que ça ne m'épanouisse pas. Ok. Et j'avais quelques réponses, tu vois, à ce moment-là, déjà en me posant ce type de questions en prépa. Je savais que je voulais entreprendre, je savais que je voulais mener des projets à impact, mais ça restait hyper vague. Et là où j'ai poussé l'introspection un peu plus loin, c'est que quand je suis rentrée en école de commerce, j'ai fait 2 programmes. J'ai fait un programme avec David Laroche qui m'a énormément aidée, tu vois, sur les valeurs, sur les croyances limitantes, C'est bien sur ça. les injonctions sociales, tu vois, qu'est-ce que tu as hérité de ta famille ou pas. Mhm. C'est un programme ultra complet et en fait, ça te permet aussi de voir en quoi parfois les injonctions familiales ou l'éducation que tu as reçue, non pas il faut s'en détacher, mais ça t'a aidé à devenir la personne que t'es. Bien sûr. Et C'est la somme des expériences. ouais, et que parfois même ce que tu as reproché à tes parents, en fait, ça te sert aujourd'hui, tu vois. Donc ça a été une première expérience d'introspection. Deuxième expérience, un autre truc qui allait encore plus loin, c'est un atelier d'introspection qui s'appelle Gâter mes Sweet Spots par une des speakers TEDx que j'avais rencontrées. Et ça, c'était un atelier collectif. Et c'était génial parce que jamais j'avais eu autant je pense, d'éclairage sur ma personnalité. Et tu vois, à travers le regard de l'autre, t'apprends énormément à te connaître. Mhm. Et c'est assez paradoxal parce que quand tu fais de l'introspection, tu te dis aussi qu'il faut un peu se détacher du regard des autres, se détacher des attentes des autres. Mhm. Mais finalement, c'est aussi par les autres que tu te définis. C'est Ouais, il aussi... faut trouver sa place dans la société aussi, quoi. Oui, voilà. Et en fait... Je comprends ce que tu veux dire par là, ouais. ouais. Donc, tu vois, j'écoutais pas plus tard que tout à l'heure là, un podcast de Maud Alaves qui dit que pour apprendre aussi comment te marketer, demande aux autres comment ils te voient. Mhm. Donc c'est pour ça qu'on se définit énormément par rapport aux autres et c'est important de s'en servir aussi pour mieux comprendre qui on est et vers quoi, enfin dans quoi on est naturellement Ouais. bon. Et je travaillais avec une fille en binôme et elle m'a super bien cernée. C'était une fille qui avait une grande intelligence émotionnelle
En fait, pendant cet atelier-là, ça durait 2 semaines, il y a des trucs que j'ai réalisés que je voulais faire qui se sont concrétisés plusieurs mois après, tu vois. Il D'accord. fallait d'abord que Elle a débloqué des ça a choses en toi. débloqué des trucs, ça a débloqué la direction dans laquelle j'avais envie d'aller. Et après, le chemin était flou, tu vois. Et après, du coup, c'est le chemin qui s'est éclairé dans les mois d'après. Et petit à petit, beaucoup de rencontres, du coup, passage à l'action, forcément, lancer des projets. Et après, petit à petit. Parce que oui, à la toute base, quand tu étais étudiante, tu t'étais pas dit je vais commencer à faire de l'entrepreneuriat ou quoi ou qu'est-ce. Tu as lancé tes premiers projets comme ça sur l'alignement au feeling. Par exemple, ton podcast et autres. Ou comment tu t'es dit... Non, pas réellement. En fait, moi, au contraire, dès que je suis rentrée en école de commerce, j'avais envie d'entreprendre. Ok. Et, Donc c'était clair pour toi. Ouais, c'était clair pour moi. Puis je l'avais... tu vois, ça faisait 2 ans en prépa que je réfléchissais à ça, que j'avais trop envie d'entreprendre. Ok. Et c'est juste, en fait, quand je suis rentrée en école, ce qui m'a frustrée, c'est que je me sentais pas les armes parce que forcément, j'avais évolué dans un milieu jusque-là très académique. Tu vois, je passais mes week-ends à faire des dissertes, donc j'avais aucune connaissance de l'entrepreneuriat, de rien du tout. Et en plus de ça, j'avais pas forcément une idée de projet sur lequel j'avais vraiment envie de m'investir à fond. Donc ça me frustrait un peu. Et je pense que c'est ça qui m'a fait un peu procrastiner dans le sens où je savais pas... Tu vois, on te dit lance-toi, mais ok, il faut un minimum... Lance-toi dans quoi ? Voilà, lance-toi dans quoi ? Il je faut suis un minimum une idée, un truc qui te tient au cœur, quoi. Et finalement, à un moment, j'ai eu envie de lancer un podcast. C'était après le confinement, tu vois, je sortais de 2-3 mois où j'étais restée chez moi. C'était la rentrée des écoles de commerce où normalement, ça devait fuser en termes de rencontres, d'événements et tout. Et au final, vu qu'on a eu le Covid de plein fouet, c'était une année ultra calme. Et je me suis dit, au moins que je profite de ce temps chez moi, donc j'ai lancé un podcast. Et ça m'a permis de rencontrer plein d'étudiants entrepreneurs, tu vois. Okay. Et ça m'a fait du bien de faire toutes ces rencontres parce que je savais que moi, je voulais entreprendre pendant mes études. Et le fait de partir à la rencontre de ces personnes-là, j'avais plus de connaissances de, ok, what does it take, tu vois, d'entreprendre, quel est le prix à payer, qu'est-ce que tu vas apprendre, sur quoi tu vas galérer. Je sais pas, j'avais peut-être besoin de me rassurer aussi en faisant toutes ces rencontres-là. Et petit à petit, ça s'est fait vraiment un peu plus tard, au final. Et du coup, je me suis lancée en auto-entrepreneur après, tu vois. D'accord. Donc, c'est même pas vraiment une entreprise dans le sens où... Enfin, c'est pas une start-up, tu vois. C'est pas une question de budget, c'est vraiment... T'avais envie de créer un projet, quoi. Voilà, je pense que c'est plutôt... Et en plus, moi, je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est aussi une sorte d'indépendance, tu vois. Je pense que le statut d'indépendant me plaît énormément. Et l'impact m'importe aussi, tu vois. Mais à partir du moment où j'ai ces 2 dimensions, indépendance et impact, je suis à ma place. Je me sens... Ouais, complètement. Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux étudiants, etc., je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ou qui ont une vision erronée de ce que c'est que l'entrepreneuriat dans les faits, en fait. Parce que c'est très dur, tout le monde le dit, mais en vérité, tu es très seul. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de normes. Enfin, je veux dire, tu crées ton entreprise, même pour créer son entreprise, c'est le parcours du combattant. Et après, c'est un no man's land. Donc c'est vrai que quand tu es en école, tu es très cadré, où tu vas rentrer dans un job, où on va t'expliquer c'est comme ci, comme ça, tu vas avoir un manager ou un tuteur ou quelqu'un qui s'occupe de toi. En entrepreneuriat, tu es seul. Tu es seul face à toi-même. Et je pense que ça, c'est important. Et encore maintenant, je pense que je vois beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment à quoi s'attendre et qui lisent ou qui écoutent des podcasts et qui font qui sont spectateurs mais qui ne sont pas acteurs. Moi, je considérerais toujours que, en fait, à partir du moment où tu commences à entreprendre, c'est quand tu lances vraiment un projet, quel qu'il soit, que ce soit un podcast, une chaîne YouTube sur les réseaux, n'importe quoi, ou un truc en dur, et que tu commences à être dans l'action, quoi. Parce que tu te rends compte des vrais problèmes quand tu es dans l'action, en fait. Je sais pas si toi, tu as déjà conscientisé ça un petit peu, mais c'est vraiment, moi, ce que j'ai compris, c'est ça, quoi. Non, je pense que tu mets le doigt sur un truc très vrai. Moi, je pense que la première, je pense que j'ai énormément fantasmé l'entrepreneuriat au tout début, quand je voulais me lancer. Pareil. Parce que forcément, tu écoutes des podcasts d'entrepreneurs, donc tu vois l'arrivée. Parce qu'en général, quand tu passes sur des podcasts, ça veut dire qu'ils ont déjà fait des trucs très stylés. Ça veut dire que maintenant, ça se passe bien. Et donc, même si maintenant, certains arrivent à se dégager du temps, arrivent à avoir de la liberté et tout, ils en ont chié, quoi, pour en arriver là. Et forcément, tu as aussi beaucoup de storytelling. Donc, forcément, c'est hyper stylé. Et tu vois que la partie immergée de l'iceberg. Et tu vois... Même s'ils racontent toutes les galères, en vrai, je pense que ça aussi, c'est un autre truc. Même si les entrepreneurs racontent les galères, quand ils les racontent, ça a l'air stylé. Je sais pas comment dire, mais... Parce que c'est storytellé. Parce que c'est storytellé. Et moi, j'étais en mode... quand j'écoutais les podcasts, j'étais en mode... C'est trop stylé, mais tu vas te dépasser tes limites et tout. Tu vas avoir plein de galères, mais c'est pas grave, tu vas apprendre à te relever et tout. Et tu vois, c'est stylé quand tu le racontes, mais en fait, quand tu le vis, c'est pas pareil. Bien, ouais. Et donc, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que quand tu commences à faire des projets par toi-même, tu te rends compte de certaines réalités. Et je sais pas quelle est à partir de quand on peut te considérer que tu es entrepreneur, mais moi, j'ai un peu du mal à me considérer comme une entrepreneur parce que tu vois... au final, je travaille
pour des entreprises. Encore, tu vois, je suis freelance donc j'ai ma micro-entreprise, mais tu vois, dans quelle mesure Je pense que pour moi, ma définition de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend, quel que soit le domaine. Ouais. C'est pas gagner de l'argent entreprendre, tu peux être entrepreneur de ta vie en fait. Mm. Pour moi, les gens qui voyagent et qui font des choses même sans gagner d'argent, c'est des entrepreneurs pour moi. Tu vois, des gens, ils lancent des projets et ils le lancent au grand public aussi. Il y a ce côté, j'assume, tu vois, publiquement. Moi, je suis devenu entrepreneur réellement le jour où j'ai commencé à faire des projets et où j'ai dit à tout le monde sur LinkedIn, voilà, c'est ça, c'est ma vie. Reconnaissez-moi avec cette étiquette sociale-là, quoi. Tu vois, c'est ce côté-là. Alors que, tu vois, il y a plein de gens qui lancent des projets qui n'en parlent pas forcément. Parce que tu te mouilles pas, en fait. Il y a ce côté saut dans le vide aussi. Moi, je pense que ça m'a pris du temps avant de faire le vrai saut dans le vide et dire, ok, je fais ça à plein temps et je l'assume pleinement, tu vois. Et quoi qu'il en advienne derrière, c'est pas grave, quoi. Tu vois, tu laisses ton passé derrière, parce que moi, j'avais fini mes études, j'avais commencé à bosser et tout, je me suis dit, je repars à zéro. Il y a ce côté-là aussi, je pense, qui peut un peu faire peur ou autre. Parce qu'il y a beaucoup de barrières mentales autour de ça, tu vois. Pour ceux qui veulent voyager, c'est pareil. Souvent, de temps en temps, ils veulent voyager, mais ils osent pas parce que le regard des autres, tout ça, le classement social, enfin bref. Il y a plein de trucs, je pense, qui freinent à l'entrepreneuriat. Après, c'est mon avis personnel. Non, c'est vrai. Et pour recentrer le débat plus un peu sur mes thématiques, donc moi, ma société, elle s'appelle Time for Human. Le podcast, il a le même nom. Je m'intéresse à tout type de profil, tout type de parcours. Je voulais te poser la question, toi, comment est-ce que tu conçois ton temps et qu'est-ce que tu veux? Ça représente quoi pour toi l'entrepreneuriat et la liberté, le fait de pouvoir gérer ton temps comme tu le veux? Et qu'est-ce que tu vas en faire de ce temps-là? Ok. À travers tes parcours, à travers tes expériences, voilà. Ok. Bah, moi, je dis souvent que mon challenge, c'est de trouver un équilibre entre le plaisir et l'engagement, tu vois. D'accord. Donc, je me vois pas, dans mon temps, je le vois pas du tout. Enfin, j'ai du mal à me projeter dans des activités qui me prennent vraiment genre toutes mes journées au taf. Je pense que j'ai envie d'aller vers à la fois des business où tu as beaucoup d'impact sur les heures travaillées et aussi tu as énormément de temps libre juste pour lire, pour te balader et tout. Parce qu'en fait, plus j'apprends à me connaître et plus je me rends compte que c'est ça que je kiffe faire. Et en même temps, je me reconnais pas non plus dans le modèle du solopreneur, genre slowpreneuriat où t'es un peu où tu fais ton chiffre d'affaires et t'es bien, mais t'as moins d'impact, je trouve, tu vois, où tu sers tes clients, mais je trouve que t'as moins cette côté engagement social qui m'est hyper cher, tu vois. Donc je pense que c'est ça mon challenge, c'est genre trouver un équilibre entre les deux. Et du coup, dans ma vision, bah, forcément quand tu travailles de chez toi, t'as la liberté, mais en fait plus j'avance et plus je me rends compte aussi que la liberté totale de son temps, parfois, tu la pides aussi, tu vois. Le fait de ne pas avoir de contraintes, de ne pas avoir de routine, bah, c'est à toi de t'imposer tes propres routines. Et au contraire... En fait, la vraie liberté, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais c'est de s'imposer ses propres contraintes. Oui. Et je pense que ça résume très très bien ce que c'est que la liberté. Parce que quand tu as vraiment ta liberté et que tu fais ce que tu veux tout le temps, tu comprends qu'au final, il faut être organisé. Donc, il faut te mettre des contraintes. De ouf. Je suis totalement d'accord. Et là, je pense que tu vois, ça fait peut-être 6 mois que je suis vraiment freelance à plein temps de chez moi. Et il y a des journées où je me détestais d'avoir aussi mal géré mon temps parce que tu te dis que tu as le temps, tu vois, tu te gères seul et au final la journée elle passe et t'es en mode mais j'ai fait quoi aujourd'hui, je fais un posting LinkedIn, waouh super. C'est pas faux, ça m'arrive aussi, je te rassure, mais je pense que tous ceux qui bossent, en plus il y a ce côté frontière vie privée vie professionnelle où quand tu es entrepreneur il n'y a pas vraiment ça, donc surtout quand tu bosses de chez toi il faut arriver à te motiver. Il n'y a personne qui va venir te dire hey, mon coco, il faut aller bosser. Donc, il faut arriver à te dire ok, là, je bosse un tel nombre d'heures, j'y vais à fond, je suis productif, je coupe les réseaux, machin, je fais mes trucs et voilà, et t'avances. Parce que sinon, c'est vrai que t'es tenté de aller dehors, prendre du temps ou faire une autre activité ou autre. Et c'est vrai que c'est pas facile. Mais moi, j'aime bien ce côté liberté où justement, t'as le temps. Quoi au caisse, l'heure, on s'en fiche. Ça peut être le soir, le matin, le midi, le week-end. On s'en fiche. Quand tu es productif, tu utilises ton flow, ton énergie, et bam, tu le mets dans ce que tu as à faire, tu vois. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Et à l'inverse, quand tu es fatigué, bah, y a des jours où moi, je bosse très peu, tu vois, 1 heure ou 2 ou 3, parce que le reste du temps, je suis fatigué ou machin, tu vois. Ça, j'aime bien travailler en conséquence de ton flow. Alors que dans le monde salariat du travail, ou même dans le monde entrepreneurial classique, on te dit, il faut toujours que tu sois là, au taquet, aux mêmes heures. Mais en fait, nous, on est fluctuants. Enfin, moi, c'est ma vision des choses, on est très fluctuants. Donc, c'est pas facile, en vérité. D'arriver à un peu à lisser son travail et après à être présent. Il y a aussi tiens, là, c'est une question que je voudrais poser. Toi qui es très présent sur les réseaux, enfin très présente sur LinkedIn et sur d'autres réseaux aussi, TikTok, machin. Maintenant, je vois que tu es pas mal présente sur Instagram aussi un peu. Comment tu vis ce côté un peu pression de... Tu sais que c'est un peu aussi ton travail parce qu'il faut que tu
tu grossisses en nombre d'abonnés, que tu grossisses en visibilité. Est-ce que ça te met la pression ou est-ce que tu le vis bien en mode chill, feeling c'est quoi ton approche de la chose? Bonne question. Ouais, en vrai, je pense qu'il y a des jours où j'aimerais trop déconnecter pendant 10 jours et m'en Ok. foutre. Mais que enfin, pas je culpabiliserais, je sais pas, mais que je me dis d'un côté, il faut que je sois active, ou tu sais, Hmm. il faut que. Ouais. Hmm. Je comprends. Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, je l'ai fait de déconnecter complet. Je crois que peut-être tu t'en souviens, il y a un mois, je suis parti en retraite spirituelle pendant une semaine où pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, pas de news, rien. J'étais dans la nature, je faisais de la méditation. Et j'ai vraiment ressenti ce côté de. Au début, ça te manque. Et vraiment, t'es pas bien, t'as envie de savoir ce que font les autres et t'as envie de partager. Et après, au bout de 2 3 jours, en fait, t'es tellement bien dans ton T'as pas envie focus de savoir ce qu'ils que font les tu gens. t'en fiches, en fait. T'es là, t'es dans ta vie, t'es à fond. Et quand tu reviens après au monde où t'es connecté à tout le monde, en fait, parce que tu lis les feeds de machin, sur Instagram, les posts LinkedIn et tout, tu te dis, en fait, c'est trop, tu vois. Et moi, maintenant, j'essaie d'avoir un équilibre où je me dis, ok, je donne du temps à ça, mais je me donne aussi beaucoup de temps à moi pour avoir un peu d'équilibre. Et là, j'ai un projet où je vais vraiment déconnecter pendant 10 jours complets. Je vais bientôt partir. Et je me dis, ça va être vraiment salvateur. Parce qu'après, quand tu reviens de ça, c'est comme si tu avais fait une sorte de purge et tu reprends toute la créativité et tu la rebalances, quoi. Ouais. Et c'est top. J'ai Alors, trop envie de faire une détox de dopamine comme ça. ouais, Parce que vraiment, je trouve, genre, un des trucs sur lesquels je galère le plus en ce moment, c'est le rapport aux écrans, je pense. ok. Je passe un Ouais, comme nous temps. tous, hein. Ah, mais c'est horrible. Mais je pense que à partir du moment où, quand je regarde mes stats, Hmm. mes Ça fait rapports peur. de temps d'écran, mais je me dis, mais il est passé où mon temps, tu vois? Et puis, comme tu dis, c'est hyper toxique parce que Ouais. enfin, tous les gens qui réussissent, du coup, ça se montre en réseau. Donc, en fait, quand tu vas sur les réseaux, tu vois que les gens. Et Ouais. tu peux changer ton feed, tu peux avoir des gens plus bienveillants, nanana, des gens inspirants. Mais même quand t'as que des gens inspirants, au final, tu vois que des gens qui réussissent et qui t'inspirent, nanana. Hmm. Et même si ça se veut inspirant et bienveillant, au bout d'un moment, ça te. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, là, il y a une trend sur TikTok, là, genre une musique où les gens ils pleurent au début, ils se montrent genre il y a 6 mois, Ouais. ils se montrent en mode ça allait vraiment pas bien, et après ils montrent leur best vie, ils sont dans les montagnes et tout. Et je sais pas, genre, même des types de vidéos comme ça inspirants, à un moment ça me met mal, et à la fin de la journée, je sens que à un moment j'ai un point de bascule où, ça, c'est un contenu qui me stimulait, et je commence à être mal, tu vois. Ouais, Et c'est fou ça. vraiment, j'aimerais beaucoup me détoxer plus de Je mes pense que écrans. la seule solution à ça, c'est d'éteindre le truc et d'être avec soi-même. Mais c'est pas facile parce que du coup, t'éteins le mauvais côté, mais t'éteins le bon côté aussi parce que tu coupes le contact. Oui, c'est ça. En fait, le problème, c'est qu'aussi, enfin, sur les réseaux, je parle aussi à tous mes potes, j'ai Ah aussi ouais. beaucoup de contacts pro. Donc, Hmm. après, je pense que tu trouves toujours un peu des excuses. Si tu te dis, Bien j'ai sûr. besoin des réseaux pour mon taf, dans quelle mesure? En soi, pas vraiment. Tout à fait ça. Ouais, non, la personne Bien avec qui sûr. je travaille, on est juste sur WhatsApp, donc en soi, ça va, tu vois. Avec Samuel? Ouais. Ok. Mais oui, toi, t'as besoin de ce contact. Et Mhm. en même temps, la surexposition, le fait de voir autant de gens. Tu sais, on n'est pas né pour voir la vie de tout le monde. Je suis Qui nous complètement racontent d'accord notre avec vie. toi. Et ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a trop d'infos de la vie de tout le monde, de leur Trop, trop, trop. réussite. Enfin, Moi, trop de comparaisons, quoi. il y a un truc que je fais, je sais pas si je devais le dire là, mais c'est marrant. Je me demande si les gens le font. Je mute les stories. Parce que je trouve que c'est trop envahissant. Il y a des fois, je me lève le matin, j'ai pas envie de lire les stories de tout le monde en fait. J'ai juste envie, à la limite, je déroule le feed, mais parce que c'est trop long en fait. Des fois, tu déroules les stories, t'en as pour 20 minutes en fait. Et je pense que tous les gens déjà, ils les mettent en accéléré, genre ils tac 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 tac. Et après, des fois, ils mutent parce que c'est trop. Quand t'as trop de gens, et pourtant, j'adore voir un peu les news des gens. Mais est-ce que toi tu le fais par exemple? C'est un truc, c'est pure curiosité. Je sais pas, moi je pense que j'ai trop de gens sur Insta, donc de toute façon je regarde Ouais. jamais mes stories. Tu les regardes pas? Bah, Ok. non, je regarde que les 5 premières qui sont dans mon top qui Hmm. remontent. Mais Ouais, bon, ok. non. Non, mais en fait, oui, franchement, j'ai du mal à me contrôler sur les réseaux. Enfin, c'est une grosse source de protection. Ok, bon, c'était intéressant d'en parler. Bon, passons à notre sujet. J'ai envie de te poser une question beaucoup plus profonde qui me tient à cœur aussi sur le podcast de Time for Human et moi ce que je fais. Tu sais que j'aime bien philosopher, prendre du recul, etc. Si tu voyais ta vie et prenais du recul un peu, qu'est-ce que tu aimerais réaliser avant de passer dans l'au-delà, avant de passer l'arme à gauche, Ok. avant de mourir? Quel est le grand projet ou si tu as une idée juste dans quelle direction tu aimerais aller pour te dire à la fin de ma vie ou peut-être quand tu seras un peu plus vieille ou même si tu arrives demain, j'en sais rien, on peut mourir à n'importe quel moment. Qu'est-ce que tu as envie de faire et tu dis ok, j'aurais été content de l'avoir fait. Ok. Donc, la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, moi j'ai trop envie de continuer à donner des conférences et des séminaires. Ok. Et tu vois, je te disais que j'avais organisé des conférences TEDx pendant mes études, et plus ça va et plus je sais que c'est ça qui me plaît, tu vois, Ok. ce côté transmission.
Donc j'aimerais trop continuer à en faire. Tu vois, mon rêve, c'est de remplir des salles de conférences et de pouvoir transmettre un état d'esprit, des outils aussi pour vraiment transformer sa vie, croire en soi et passer à l'action, enfin, sortir de certains schémas limitants. Ouais, je vois. Donc j'aimerais trop faire ça. Et tu vois, là, les premiers steps, en gros, c'est de louer une petite salle, Ok. me challenger, tu vois, dans une petite salle, 50 personnes. Mhm. Et je me dis, ok, est-ce qu'il y a 50 personnes qui seraient prêtes à venir me voir? Large, Est-ce je que j'arrive pense. à... Ouais. Je vais Moi, essayer. de ma vision à moi que j'ai Ouais. de toi, de ce que tu fais, de tes activités, je pense largement. Ok, bah écoute, c'est mon challenge. En vrai, c'est mon challenge, on va dire début 2023, tu vois, les 3 premiers mois, je vais essayer de faire ça. Ok. Pour nos auditeurs, là, si vous l'écoutez plus tard, on est en fin novembre. On est Ok. le 24 novembre. On tourne ça le 24 novembre. Ouais, donc, Ok. ouais, ce serait mon objectif. Et donc, tu vois, en mai de l'année dernière, j'ai assisté à un séminaire de David Laroche. C'était incroyable, tu vois, c'était une conférence, il y avait peut-être 600 ou 700 personnes. Ça durait Ok. 3 jours. Et Ça t'a inspiré le côté sur scène avec les gens, etc. C'était énorme. Et surtout qu'en fait, lui, c'est un show presque maintenant, tu vois. Bah oui, à Il l'américaine y a presque. il y a une équipe, c'est tourné, il y a du storytelling de ouf, il raconte... parce que ce mec a une vie de ouf, tu vois, il a créé une vie de ouf, je trouve. Il a beaucoup d'audace, enfin, il a créé d'audace, tu vois, c'était un grand type. Je pense que c'est comme la chance, ça se provoque. Bah, le thème sur lequel j'ai postulé là pour le TEDx que tu m'as envoyé, qui était le tien avant, je sais plus si t'en fais encore partie, mais bref, c'était la chance, comment provoquer la chance, quoi, en fait. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est Oussama Amar qui le disait dans un podcast, il disait, mais si tous les jours de ta vie tu provoques la chance et tu fais des trucs incroyables, bah ta vie sera incroyable en fait. T'attends pas à ce que ta vie elle devienne incroyable comme ça. C'est comme les gens qui voyagent et qui te montrent des paysages de dingue ou qui rencontrent des gens. Pour moi, les rencontres, je suis persuadé que c'est que ça. C'est que aller dans des endroits où tu sais qu'il y aura des gens un peu inspirants, etc. Dans des events entrepreneuriaux ou n'importe, dans des lieux. Et y aller, quoi. Oser ce côté briser la glace, etc. Enfin, moi, ça me passionne de me dire comment changer la vie, mais la vie du quotidien. Parce que tu as toujours l'impression que tu peux faire des grandes choses et tu projettes, tu te dis je le ferai plus tard. Ça, c'est comme moi, j'étais en entreprise quand j'étais beaucoup plus jeune et je posais toujours la question aux gens, mais pourquoi vous n'êtes pas parti à l'étranger? Pourquoi vous n'avez pas fait le tour du monde? Tu vois? Et la plupart me disaient, mais tu comprends, j'ai des enfants, j'ai un prêt, c'est compliqué. Je me suis dit, mais moi j'ai envie de le faire, le tour du monde. Je vais pas attendre d'avoir tout ça en fait. Pourquoi vous l'avez pas fait avant? Et à la limite, pourquoi tu l'as pas fait avant? C'est pas grave, mais tu peux toujours le faire en fait. Et c'est ce côté, tu procrastines tes rêves et au final, tu les fais jamais. Et moi, ça m'avait vraiment, ça m'avait révolté. Et je me disais à un moment donné, mais faites-le quoi en fait. Et quand j'étais parti avec mon sac à dos en Asie, tout seul avec mon ambition, mon courage, je m'étais dit, mais je vais faire le tour du monde quoi. Et après, quand je l'aurais fait, je ferai un autre truc, tu vois. Et je suis revenu, et maintenant j'ai créé une boîte, puis une autre, et maintenant je fais un podcast. Enfin, pour moi, c'est la flamme, quand tu la passes, après, c'est jamais fini. Et quand tu l'as, ouais, tu découvres des nouveaux horizons, et après, quand tu es entrepreneur, tu crées une boîte, tu fais des trucs, enfin bref. Mais c'est intéressant de poser cette question-là de, si tu prends la big picture, de qu'est-ce que tu as envie de faire vraiment, parce que je sais pas, peut-être que toi tu as envie de faire des voyages, ou je sais pas, poser la question, est-ce que tu as envie d'aller à l'étranger, ou est-ce que tu es bien en France? Ouais, bah j'ai passé 1 an en Estonie là. Ok. Donc, Je savais pas que ouais. Oui, je crois que tu me l'as dit. Ouais. Ouais, j'ai passé 1 an en Estonie, c'était trop bien. Ok. Et du coup, en rentrant, je me suis posé cette question aussi un peu, parce que je suis en année de césure là, donc en soi, et puis je travaille de chez moi, donc en soi, Ok. les gens ils pourraient dire, mais qu'est-ce que tu fais à Paris, va voyager et tout. Je suis un peu dans une période là où pour l'instant, mes projets pro c'est plus important, donc tu vois, typiquement le truc de développer les conférences, bah, pour moi ça compte plus. Ok. Mais c'est vrai que si j'étais dans une. Tu vois, parce que dans mes valeurs, c'est ça, je sais que l'impact c'est important, la transmission. Et si j'étais plus dans des valeurs, je sais pas, de plaisir, de curiosité, bah, si les voyages étaient plus importants pour moi, peut-être que je serais déjà partie et je continuerais de voyager, tu vois. Mais je pense que oui, ce côté transmission est pour l'instant, en tout cas, plus important. Mais je prévois de 3 semaines, tu vois, genre j'ai bien envie de faire 3 semaines cette année, Amérique du Sud ou Asie du Sud-Est. Ah ouais. Où est-ce que t'aimerais aller? Moi, je vais y aller là, je pense, en Amérique du Sud, bientôt. J'aimerais bien faire Cambodge, Laos, Vietnam, Thaïlande. C'est pas en Amérique latine, ça? Non, j'ai dit Amérique latine et Asie du Sud-Est. Ah, Asie du Sud-Est, ok. J'ai fait tous les pays que t'as dit, je pense. Cambodge, je suis passé. Thaïlande, j'y suis passé aussi. Laos et Vietnam. Vietnam, j'y suis passé. Pas Laos, mais ouais, j'y suis passé. Okay. Et Indonésie aussi, un petit peu, Bali. Pays magnifique. Tu verras, je pense que t'apprendras beaucoup des gens. Parce qu'en France, on est très, très matérialiste, je trouve. Là-bas, eux, ils ont pas grand-chose. Du coup, ils sont beaucoup plus j'allais dire spirituel, mais pas forcément. Tu vois, même les gens qui ont pas grand-chose, mais ils sont plus dans le contact humain, j'allais dire. Tu vois, au-delà de spirituel ou pas, on s'en fiche, mais juste dans le contact humain simple. Vraiment simple, basique. Ah, mais c'est cool, c'est cool. Et du coup, là, t'étais en Estonie, tu faisais quoi, rappelle-moi? J'étais en Erasmus. T'étais en Erasmus, ok. Donc là, t'es en essai dur, et l'année prochaine, t'as encore une année, et après c'est fini? J'ai encore une année de cours, et après c'est fini, ouais.
Ok. Du coup, ça Et me fait un peu bizarre. tu sais déjà ce que tu vas faire après Non, ou non, t'es non, non. encore dans un peu l'expectative Non, de je est-ce suis que encore un peu dans l'expectative. Tu vois, je développe des projets, donc je développe un podcast, je travaille en freelance. Mais donc, je réfléchis, tu vois, où est-ce que ça mène et tout. Et on en parlait beaucoup avec Mathilde Cossé, tu vois. Parce qu'on est un peu dans la même. Ok. Elle est en. Elle a plus d'avancée dans les études, mais elle me disait, en fait, là, je suis diplômée dans quelques mois, mais je sais pas ce que je vais faire. Ok. Et c'est tout un travail, je trouve, d'apprendre à lâcher prise d'une certaine Ouais, manière. lâcher Parce qu'en prise. fait, moi, j'ai toujours eu l'habitude, tu vois, quand je suis rentrée en école de commerce, je savais déjà ce que je voulais faire année par année, tu vois. Hmm. J'avais déjà mon plan, en mode première année, je vais faire ça, deuxième année, je vais faire ça. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Mais là, je me retrouve à un point où j'avais la grosse idée, mais dans les détails, en fait, je sais pas, tu vois. Ouais. Et d'un côté, je trouve ça ouf de vouloir prévoir ce qui se passe il y a un an, enfin dans un an. Moi, je trouve ça Parce que moche. vraiment, Ouais. quand Bah, je vois un an en arrière, vraiment, je ne pouvais tu pas changes m'attendre. tellement. Bah, Genre, bien sûr. parfois, il y a une rencontre, tu vois, je pensais que c'était dans la merde de ouf, et au final, il y a une rencontre, et hop, tout est remonté, ou tout est allé mieux. Et du coup, parfois, quand je stresse de pas savoir ce que je vais faire dans 6 mois et tout, je me dis, mais en fait, Julia, il suffit d'une rencontre, et il peut se passer un truc de ouf, donc t'inquiète pas. Je suis Genre, tellement d'accord avec toi. Enfin, je sais pas, c'est toujours l'équilibre à trouver entre il faut agir pour faire des trucs, parce que sinon rien ne se passe, mais en même temps, enfin, faut pas Faut trop avoir confiance stresser. en Voilà, le moi présent, quoi. je suis beaucoup maintenant dans le sens avoir confiance parce que mon biais, ça a toujours été de trop anticiper, de Hmm. trop vouloir Ok. T'es en prévoir. contrôle. Et Mais j'avais une mentor. on nous éduque comme ça, on nous éduque beaucoup comme ça. Quand depuis qu'on est tout petit, on nous dit qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine, et qu'est-ce que tu veux Ouais. faire comme étude, et qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans. Moi, je trouve que la question des RH de qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans, elle tue une perspective. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu veux faire dans 6 mois? Qu'est-ce que tu veux faire demain, en fait? Et en fonction de ce que tu vas faire demain, ton cœur, il va te le dire, tu suis ton intuition, et petit à petit, tu vas trouver ta voie. Mais tu peux pas savoir qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans. Je suis plus trop d'accord parce que tu vois, par exemple, maintenant je me suis posé la question. Mais je sais dans quelle direction j'ai envie d'aller, tu vois. Si je t'ai dit Hmm. mon truc des conférences, en fait, Ouais, dans 10 ans, j'ai envie de faire des conférences. Ouais, mais imagine, là, tu vas faire des conférences, dans 2, 3, 4 ans, t'as passé le cap, et après, tu vas faire un autre projet. Peut-être que, en fait, tu auras atteint ton objectif plus vite que tu ne le penses, parce que tu vas te donner l'énergie, tu vas te donner les moyens, et après, à un moment donné, tu vas partir vers autre chose. Mm. Moi, tu vois, il y a plusieurs années, je m'étais dit, je vais faire une entreprise de ça, et puis au final, quand tu es dedans, tu dis, ah, c'est pas forcément ce que je voudrais, j'ai pas envie de ce type de client-là, ou j'ai pas envie de développer ce type de business-là, et puis j'ai plus envie de faire ci, ou de faire ça, ou de bouger, ou de liberté. Et au final, t'affines en fait ton truc. Mm. C'est pour ça que je dis, les gens qui se fixent un objectif à très long terme et qui le font étape par étape, mais sans se poser de questions et qui changent pas le gouvernail de cap, en fait, qui changent pas l'angle, bah du coup, à un moment donné, ils y arrivent à leur truc. Ils font les X années d'études, ils se disent, par exemple, je vais finir directeur commercial, par exemple. Tu sais, c'est comme on te vend, moi j'ai travaillé chez Vinci pendant 3 ans, on m'a dit, bah dans 3 ans tu seras ça, tu rajoutes 2 ans de plus, tu seras chef de service, et puis après, si tu travailles bien, dans 10 ans, tu seras chef d'une petite entité, et puis vraiment, si tu travailles bien, dans 15 ans, tu seras chef d'une petite entreprise, et puis si tu continues, tu pourras avoir, je sais pas, et t'es là en mode, mais what, en fait, dans 20 ans, je sais même pas. Tu sais, c'est. Alors que c'est vraiment comme ça qu'on éduque les gens. Enfin, la majeure partie des gens qui sont dans le système éducatif classique, ils calquent ça et après ils se disent, ok, c'est comme ça que ça marche. Et moi, j'ai un problème avec ça de me dire, mais en fait, non. Moi, je pense que le paradigme, il a changé. Et maintenant, avec ces jeunes entrepreneurs, là, ce matin, j'étais au téléphone avec un entrepreneur de 18 ans. Je lui demande s'il faisait des études. Il me dit oui, mais en vrai, je passe mon temps à faire des projets. Et je lui dis, bah, c'est génial, tant mieux. Je pense que les gens, ils vont continuer les diplômes parce que c'est important, etc. Mais ils vont de plus en plus tôt se lancer dans des projets et comprendre ce qui les anime. Et d'ailleurs, c'est génial que tu en parles souvent, l'introspection et tout, parce que ça les force à aller chercher. Moi, je sais que quand j'avais 20 ans, mon but, c'était de faire une école d'ingénieur. Donc, je suis rentré en école d'ingénieur, j'en suis ressorti à peine à 23 ans. Je savais toujours pas ce que je voulais faire, quoi. Donc, après, mon but, c'était de faire le tour du monde. Et puis après, quand je suis revenu, c'était de faire une boîte. Mais tu vois, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Et plus tu avances et plus tu découvres ce qui t'attire et ce qui te fait vibrer, en fait. Moi je sais un peu plus ce qui me fait vibrer maintenant. Mais c'est pas facile en vrai de le trouver. Parce que ça demande beaucoup déjà de courage aussi. Parce qu'il faut l'assumer. Il y en a, ils assument pas. Tu sais, quand tu viens de droit ou quand tu viens d'école très élitiste, que tes parents ils ont fait telle étude et telles études, ou que tu es ingénieur ou autre, il y en a qui vont dire faire des podcasts ou être sur les réseaux, c'est pas un vrai métier. Ou des trucs comme ça, quoique maintenant c'est en train de changer. Mais moi je trouve qu'il y avait beaucoup ce mouvement où. Enfin, ça change. C'est en train de changer. J'aime bien la phrase qu'il a dit sur le fait de changer le gouvernail. Parce que c'est vrai, Ouais. parfois, t'as défini le cap il y a longtemps. Et du coup, tu continues à suivre le cap parce que tu te dis, bon, bah, j'ai fait tout ce chemin, donc maintenant je vais jusqu'au bout. Tu vas être cohérent avec toi-même et Exactement. tu vas être cohérent avec tes décisions du passé. Sauf que t'as changé. Donc ça sert à rien d'être. Enfin, Je suis d'accord. parfois, ça sert à rien d'être cohérent avec ton toi du passé parce que tu t'oublies en fait. Tu oublies tes nouvelles envies, tu oublies. Enfin, t'es en train de taire des envies qui ressortent.
Donc ouais, c'est hyper important de se reposer la question régulièrement de où est-ce que je veux aller, est-ce que je suis sur le bon chemin pour aller là où j'aimerais aller. Et c'est hyper important, c'est ce que tu disais sur le fait de parfois il y en a qui osent pas parce que tu vois, tu peux faire une introspection et ça revient à changer le gouvernail de cap, mais tu peux ne pas assumer les réponses qui te viennent de cette introspection. Et je parlais avec Ulysse, il disait il y en a qui font cette introspection, sauf que en fait ça leur contredit tellement tous les choix qu'ils ont fait par le passé qu'ils refusent une telle incohérence ou qu'ils refusent de changer de cap à ce moment-là parce que ça implique de repenser totalement, de changer, de devenir en fait. une nouvelle personne, quoi. Ouais. Et c'est très difficile parce que on t'a connu comme ça, on t'identifie comme ça. Par exemple, si t'as toute ta vie été à un certain poste, t'as eu un certain statut social et tout, c'est ton identité, donc t'es habitué à ce qu'on te regarde d'une certaine manière, à avoir une certaine prestance ou je sais pas. Oui, je pense que c'est super dur de tout changer. Ouais, ta place dans la société, elle est un peu définie par ce que tu fais, ton métier. Moi, j'aime bien casser les codes sur LinkedIn et essayer de dire aux gens, c'est pour ça que j'écris humain sur LinkedIn. Parce que même si je suis entrepreneur, j'ai pas envie que les gens qui me connaissent pas, ils se disent, ah ok, lui il est entrepreneur, il a déjà une étiquette, il est déjà dans une case. Au moins, ils savent pas ce que je fais et c'est génial parce que du coup, t'as beaucoup de curiosité et vu que les gens ils savent pas, ils peuvent pas te classer genre en mode, ah lui il a beaucoup d'argent, il a bien réussi, ou il a pas beaucoup d'argent, il a pas beaucoup réussi. Ils savent pas en fait. Et j'adore ce côté-là de t'es un no-name en fait. Le mec il peut avoir monté une startup à des millions, comme il peut être un voyageur broken en argent, mais il est inspirant et tu l'écoutes pour ce qu'il dit en tant que personne, pas en tant que comment tu l'as placé dans la société sur le curseur. Et moi j'aime vraiment beaucoup ce côté-là et c'est pour ça que je le fais. Après je le fais aussi parce que je pense que la mort de l'ego c'est une bonne chose et qu'il faut pas trop en attendre. Il faut bosser pour les projets et mettre en avant les projets. Mais je pense aussi surtout que ça aide vraiment les gens à mieux te connaître et à mieux te comprendre. Moi, le nombre de personnes qui viennent vers moi et qui me disent « Ah, ça m'intéresse ce que tu fais » ou dans tes messages, dans tes posts LinkedIn, je me retrouve et tout dans tes réflexions. Et ils me posent jamais la question de « En fait, qu'est-ce que tu fais comme métier ?» Parce qu'ils s'en fichent en fait. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, toi, qui étaient des gens qui viennent réagir avec toi ou qui t'appellent ou qui te posent des questions et qui savent pas trop que soit t'es en études, soit que machin. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Ouais. Souvent les gens ils savent pas trop ce que je fais en vrai. Ouais. Parce que là par exemple sur LinkedIn je mets en avant le podcast, mais voilà, podcast c'est pas ça qui me fait vivre aujourd'hui. Et du coup ils se demandent, mais c'est vrai qu'il y en a avec qui enfin, ce qui me fait vivre n'est pas le plus important, tu vois, c'est plus important d'avoir des conversations intéressantes que de savoir comment chacun gagne sa vie. Je suis d'accord. À 100%. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens dans notre génération qui le comprennent et même qui prennent 1 an ou 2 ans sans gagner d'argent, mais vraiment en reprenant le gouvernail pour prendre l'image qu'on a dit tout à l'heure et en tournant pour trouver ce qui les fait kiffer, que ce soit de faire des podcasts, des trucs sur les réseaux ou même d'aller planter des choux dans le Périgord. Moi, j'avais un ami à moi, il était chez une grosse boîte, je crois, chez Safran pendant 5 ans et du jour au lendemain, on faisait de l'escalade ensemble. Et du jour au lendemain, le gars, il a tout lâché. Il a acheté un van, il a fait le tour de la France, il s'est posé dans les Pyrénées et maintenant il fait de la permaculture, je crois, ou un truc comme ça. Et maintenant il va devenir entrepreneur, il a créé sa boîte, il a acheté un terrain et tout, alors qu'il n'y a rien qui le disposait à ça, tu vois. Et je trouve ça vachement beau dans l'idée d'accepter de changer, mais c'est vrai que le coût social, il n'est pas facile aussi. Je trouve ça super dur. Et moi, pour le coup, je sais que ça me ferait très peur. Je vois des gens qui, du coup, coupent leurs revenus ou arrêtent, ou tu sais, partent même sans chômage et sans rien et tout. Genre pression financière. Pression financière de ouf. Je sais que moi dans mon éducation, enfin après c'est des peurs financières aussi, tu vois, genre c'est une peur, ouais. C'est une peur de manquer d'argent, mais je sais que moi j'ai toujours essayé d'avoir, tu vois, soit un job étudiant, même quand je me cherchais et tout, j'ai toujours essayé d'avoir un job étudiant, quitte à ce que ça me fasse perdre du temps sur mes projets, tu vois. Avec le recul je me dis ouais, si là j'étais à fond sur mes projets, j'aurais peut-être si j'avais moins voulu gagner d'argent et plus essayer de développer mes projets, je serais peut-être beaucoup plus avancée. Mais d'un côté, je sais pas, j'ai cette peur de pas gagner, tu vois. C'est une peur qui est très présente chez toi. J'allais te poser une question, c'est quoi ta plus grande peur? Je pense c'est de perdre. Quand j'étais petite, j'avais tout le temps peur que ma mère meure. Mais en mode anticipé, tu vois. En vrai, je pense que c'est ma plus grosse peur. Parce que l'argent, enfin oui, j'ai peur, mais en soi, je sais que si demain j'avais plus rien, je pourrais aller chez ma famille, tu vois. Voilà. Je pourrais avoir de l'extérieur. En vrai, je pense que ma plus grosse peur, c'est plus une peur affective, tu vois. Ou alors que peut-être d'humiliation, genre d'avoir des humiliations genre énormes et publiques. Je pense que c'est une de mes peurs. Genre, en tant qu'entrepreneur ou rien que comme ça toi dans ta vie perso? Non, en tant que personne. En tant que personne, ouais. Genre, tu vois, ça t'atteint beaucoup le jugement des autres? Paradoxalement, tu vois, je travaille beaucoup dessus
Ouais. Mais je pense que quand t'as des hontes publiques ou des... Tu vois, j'ai beaucoup suivi l'affaire... comment elle s'appelle? C'est une fille, elle a eu une immense humiliation publique, tu vois. Ok. Et c'est... Jeune? Assez jeune? Dans sa je vie? sais pas, je crois que ça s'appelle Monica Lewinsky. Ok. Ah Euh, oui, ça me dit quelque chose, ce nom. Ouais. Ok. Et en gros, bah, l'histoire, c'est qu'elle a eu une liaison avec Bill Clinton. Et Bill Clinton, donc du coup, ça a un peu sali sa réputation, mais il y avait quand même Hillary Clinton qui l'a soutenue. Ils ont gardé l'image publique du couple. Et c'est la fille qui a vraiment, genre, vraiment pris la mauvaise réputation. Et Mhm. tous les États-Unis et tout le monde entier a parlé d'elle, était dans tous les journaux. Mhm. Et je pense que ça l'a détruit intérieurement, tu vois, M'étonne. cette honte. Et bah, du coup, 15 ou 20 ans après, elle a fait un TEDx sur justement à quel point, enfin, tout ce qu'elle a appris et tout ce qu'elle a souffert pendant ces 20 ans. Et après, tu regardes la TEDx de ouf. T'es en mode, mais... Enfin, je pense qu'une humiliation publique comme ça, c'est très très dur, quoi. Ça l'a Parce que- suivi encore 15 ans après? Ah, Tu mais penses bien tu sûr. penses pas elle est... À un Ah, moment mais- donné, tu passes à autre chose. Ah, mais à un moment... À son niveau, peut-être pas, je sais pas. Je me rends pas compte à quel point c'était énorme. Je sais pas. Ah oui, non, mais c'est énorme. Je sais pas si tu vois ça. Je pense que ça te suit toute ta vie. Après, t'apprends à vivre avec. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est que ton cercle proche continue à soutien. soutenir. En fait, Ouais, à bien partir sûr. du moment où ton cercle proche ne change pas d'opinion sur toi et tout, et tu gardes ton noyau dur, après, tu t'en fous que les gens du 3e degré, ils aient leur petite opinion, tu Ouais, vois. bien Mais sûr. je pense que quand ça atteint ta vie familiale, c'est hyper dur. Donc, à la limite, Je ouais, suis je pense que c'est d'accord ça. avec C'est ce qui touche à vraiment mon noyau dur, les choses les plus importantes pour moi. Et après, le reste, oui, si demain je perds toi. Ouais, mes non, mais comptes je comprends. LinkedIn, TikTok, c'est pas grave en vrai. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est pareil. Je me dis, tu vois, tant que j'ai les gens que j'aime, je m'en fiche. Il peut m'arriver n'importe quoi, mais il m'est arrivé déjà pas mal d'expériences dans ma vie passée. J'ai pas peur de grand chose, tu vois, physiquement parlant. Mais c'est vrai qu'après, il peut y avoir le jugement. Ce côté réputation, ouais. Moi, je sais pas si vraiment j'ai la peur de la réputation. J'y vais plutôt au feeling, tu vois. Je fais les choses et je vois comment ça se passe. Moi, je pense que j'ai quand même un peu peur. Je raconte pas n'importe quoi sur LinkedIn. D'accord. Je parle pas trop de moi, ou alors je fais gaffe quand même. La vie privée, ouais. Ouais, et puis même, je trouve que dans le storytelling, il y a des gens qui se confient ou qui racontent des parts de leur intimité et tout. Et autant, je trouve ça important de partager des trucs, plus de ta vulnérabilité, mais je pense que c'est bien de se protéger aussi, quoi. C'est pas faux. Moi, je pense que j'ai un gros red flag. C'est pour moi personnellement, c'est que je parle pas de mes relations amoureuses, par exemple. J'en ai jamais parlé en public, mais même mes amis, tu vois, où j'en parle, ils savent, mais pas tout, tu vois. Et je Ah pense oui, que ça, dans le cadre public, c'est bien de garder un peu du Genre un secret, secret, quoi. parce que c'est un peu démystifier la chose. Ouais, Je non mais c'est trouve. vrai, je pense que c'est vrai qu'on a trop tendance au... Même hier, je lisais une story de The Ginger Chloé, je sais pas si tu connais cette fille. Non. Et bah en gros, elle racontait qu'elle allait à un date, et tu vois, il y a une abonnée qui lui dit « Alors raconte, on veut tout savoir Hmm. ». Mais genre, tu te rends compte, c'est un date, Ouais. et c'est hyper intime, tu vois. Genre, Après, ça dépend, chacun a sa mais manière de et voir c'est les vrai qu'il choses. y a tu des vois. gens, ils aiment trop tout raconter, ou ils aiment Des trop potins, raconter... tout ça, ouais. Ouais, même pas forcément des potins, tu vois, mais, savoir comment ça s'est passé et tout. Et moi, je trouve qu'il y a certains trucs, ouais, c'est bien de pas tout raconter, quoi. De Ouais. garder... Moi, j'écris beaucoup, tu vois. Mhm. Donc, je raconte, mais pas à un humain, genre, je raconte à mon carnet, quoi. Ah oui, t'as un petit journal intime et tu Ah oui, mais tes trucs, quoi. j'écris Pour tous toi. les jours. Mais je pense que j'aurais pété un câble là, depuis longtemps si j'avais pas de carnet, d'ailleurs. Ah, c'est intéressant, ça Ouais. t'écrit tous les jours. J'écris tous les jours. Ok. Même si j'écris une ligne Ah, c'est génial. Quand- Depuis longtemps? depuis 2020... Depuis que je suis rentrée dans l'école de commerce, 2021. Ah, c'est une C'est très vrai. bonne habitude, ça. Moi, j'écris beaucoup, mais plus pour sur mes questions existentielles. Je fais de la philo, enfin pour moi. Et quand je juge que c'est bien, je le partage sur LinkedIn ou autre. Mais c'est vrai que quand je me dis que ouais, ça peut intéresser des gens d'écouter ce que j'ai à dire, quoi. Mais moins ma vie perso. Ah, moi, c'est l'inverse. Justement, j'écris pas trop en mode philo et tout. Parfois, ça m'arrive. Mais quand j'écris en mode plus philo, en tout cas, c'est plutôt des trucs que je partage sur les réseaux. Mhm. Mais par contre, quand j'écris, j'ai besoin d'écrire tous les jours sur le perso, genre où est-ce que j'en suis dans mes relations, comment je me sens. Parfois, il y a des jours où, typiquement, un jour où j'ai passé trop de temps sur les réseaux sociaux, à la fin de la journée, je vais écrire, genre, je vais me rendre compte que c'est pas moi qui vais mal, c'est juste tout le contenu que j'ai consommé de la journée qui fait que maintenant, 19h, j'ai l'impression d'être super fatiguée, super. Ça fait un petit ASMR, super fatiguée, alors qu'en fait, c'est juste le contenu, tu vois. Ouais, je vois. Mais écrire, ça fait trop de bien. Franchement, je conseille à tout le monde. Et on parlait d'introspection Ouais. au tout début du podcast, et je pense que c'est la chose qui m'a le plus aidé. Et pas que au niveau Ah ouais? carrière. Ok. Pas que au niveau carrière. Je pense que justement, là où ça m'a le plus aidé, justement, c'est dans mes relations. Ah ouais, intéressant. Mm. Moi, je pense que c'est vachement bien aussi pour exprimer ses émotions que t'oserais pas, avec qui même, il y a des gens avec qui t'oses pas exprimer certaines choses, et quand t'as la relation avec toi-même et que t'écris, ça permet d'extérioriser
mais il y a que toi qui le sais. Oui, de ouf. Donc le coup du journal intime, je l'avais pas compris, mais moi j'ai acheté un carnet de notes là aussi, où quand je suis parti faire ma retraite spirituelle, j'ai écrit et j'écrivais tout ce qui me passait par la tête. Mais vraiment, genre, il y avait à un moment donné, on devait écrire, c'était une session où on devait écrire sur nous, machin, ce qu'on voulait, mais il fallait écrire. Et quand tu es face à ton papier, c'est un peu comme quand tu es face à toi-même et que tu médites et que tu as tes pensées. Et si tu veux les extérioriser, tu peux noter et c'est génial. Moi, je recommande aussi l'écriture. Mais c'est un exercice de ouf parce que ça te demande d'être ultra honnête avec toi-même. C'est vrai. En fait, c'est trop bizarre parce que parfois, tu vas t'empêcher d'écrire un truc parce que tu te dis, par exemple, je le raconterai pas. Sauf qu'en fait, c'est toi-même. Et c'est juste, t'as peur de ce que ça va te renvoyer de toi-même si t'écris ça, tu vois. Et du coup, tu le gardes. Voilà. Et t'as l'impression que tu vas te juger, tu vois, de l'avoir écrit. Donc, ça demande un super gros effort, je trouve, rien que de... Tu t'auto-juges, toi? Bah, de moins en moins, tu vois. J'essaie justement de bien me juger. Genre, parfois, je pense des trucs et je l'écris et je me dis, ok, je me juge pas, tu vois. Genre, juste, j'observe. Ok. Et genre, j'observe. Ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut être de la jalousie, par exemple. Tu vois. Ouh, c'est un bon sujet, ça. Ouais. Tu vois, par exemple, quand t'es jalouse de quelqu'un et t'essayes de pas te juger, parce qu'en fait, c'est normal, tu vois. Personne n'est pas jaloux. Je connais personne. Mais c'est juste que personne ne le dit que t'es jaloux parce que c'est mal vu. Pas faux. Et donc, du coup, tu te dis, ok, je suis jalouse de personne. Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça veut dire sur mes réelles envies, tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire sur aussi ton rapport à ta propre confiance en toi aussi. Voilà, c'est ça. Parce que en général, quand t'es jaloux, ça veut peut-être dire aussi que cette personne fait des trucs que toi t'oses pas faire. Et que tu du doutes coup, de toi, voilà. que ouais, t'es frustré. Tu te dis pourquoi elle y arrive et pas moi, non. Donc c'est un super bon exercice de le faire. Ouais, je suis d'accord. Et de le voir positivement au final. Parce que la jalousie, c'est rien d'autre que ce que toi t'as envie. Enfin, c'est rien d'autre qu'un indice sur là où t'as envie d'aller. C'est un indice souvent plus long sur ton propre ressenti que sur la situation que tu jalouses, je pense. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là. Si tu es jalouse quelqu'un, ça en dit plus sur ta relation avec ta confiance avec toi-même, plutôt qu'avec le fait qu'il y ait quelqu'un que tu considères qui est trop proche de quelqu'un que tu aimes et que tu es jaloux. Ou alors c'est quelqu'un qui... Il y a plein de types de jalousie, mais je sais pas, par exemple, les gens qui sont jaloux des entrepreneurs qui réussissent très bien. Moi, ça, c'est un truc que je comprends pas. Parce que je me suis toujours dit, c'est ma propre évolution, je prends le temps que je veux et j'y arriverai, tu vois, j'ai confiance en moi. C'est un cheminement de pensée pour en arriver à penser ça. Hein. Ouais. C'est pas facile parce que, oui, je suis d'accord. Maintenant, j'essaye de me dire, te compare pas. J'adore cette phrase, ne compare pas ton chapitre genre 10 au chapitre 100 de quelqu'un d'autre, tu vois. Compare ton chapitre 10 à ton chapitre 9. Donc tu compares ailleurs. Exactement. Mais ça, genre, j'essaye de me le rappeler hyper souvent cette phrase parce que je trouve sinon c'est hyper. Enfin, tu te retrouves facilement dans cette situation où tu es entouré d'entrepreneurs qui réussissent bien et c'est les plus visibles. Et du coup, tu as l'impression que tout le monde réussit. Alors qu'en fait, non. Il y en a plein d'autres dans ton cas qui galèrent et qui ont l'impression que toi, déjà, tu es hyper avancé. Sauf que toi, tu te compares que à ceux qui réussissent mieux que toi et tu as l'impression que tu que des gens qui réussissent mieux que toi. Alors que non, en fait, tu as plein d'autres gens aussi. Et surtout que c'est le temps qui fait les choses. Nous, on est là, on est hyper jeunes. Je veux dire, pour moi, une vraie réussite, ça se construit sur 10 ans. Et puis, qu'est-ce qu'une vraie réussite? C'est une bonne question. Comment toi, tu perçois la réussite? Qu'est-ce que ce serait pour toi d'avoir bien réussi dans 10 ans? Par exemple, moi, je me donne 10 ans pour réussir. Je me dis, je ferai le bilan dans 10 ans. Je ne ferai pas le bilan dans un an. Tu vois, c'est ridicule de faire le bilan dans un an. Tu peux voir un step. Tu as passé un step. Mais donc, je te pose la question, comment toi, tu vois les choses? Bah, moi, je pense qu'en un an, tu peux faire quand même beaucoup de trucs, tu vois. Tu peux, bien sûr. Moi, je me compare souvent à il y a un an. Je me dis, putain, déjà, en un an, quand j'ai l'impression que ça va pas assez vite, du coup, dans mes objectifs, je me dis, ok, il y a un an, t'étais où? Ok, bon, ça va, ça avance. Mais ouais, dans 10 ans, là où, ce que je me dirais, j'ai réussi, c'est moi, je rêve d'écrire un livre. Donc, si j'écris un livre, j'aurais réussi. Tu fais encore, et puis donner des conférences, tu vois, si j'arrive à me faire payer ou même vivre des conférences. Mais après, je dis pas de faire que ça, parce que par contre, je pense que je m'ennuierais si je ferais que ça, parce que si je faisais, que ça, parce que dans ma personnalité, j'aime bien faire plusieurs types d'activités. Mais ouais, monétiser cette activité de conférence, ça, c'est un de mes rêves. Et après, bien sûr, des conférences sur des sujets, sur mes sujets de prédilection, pas sur n'importe quoi. Et d'avoir beaucoup de temps libre. Je pense qu'un de mes critères de réussite, c'est avoir beaucoup de temps libre et être beaucoup de temps dans la nature. Waouh, tu touches un point, moi, qui m'intéresse de plus en plus, avoir du temps libre pour pouvoir faire d'autres choses, mener des recherches, écouter des conférences, aller dans la nature. Là, tu vois, tout à l'heure, j'ai pris une heure pour aller un peu dans la nature, c'est revigorant. Parce que moi aussi, c'est ça la question profonde. Je voulais en revenir à la question profonde de mon podcast, c'est à un moment donné, tu nais, tu fais ta vie, tu meurs. Moi, je dézoome énormément. Dans quoi tu vas prendre du plaisir maintenant que tu es là sur Terre et qu'est-ce que tu veux qui en ressorte au-delà du fait des accomplissements? Comment tu veux vivre ta vie en fait? Tu vois, il y a des gens, moi j'avais une ex-copine, elle voulait absolument aller dans la nature.
et aller dans les montagnes. Bah, elle est partie de Paris, elle est allée à Grenoble. Et voilà, et elle fait sa vie là-bas en fait. Moi, je respecte énormément ça, les gens qui disent, ok, de ma vie, c'est quoi le caractère intrinsèque où je vais me dire, ça va me rendre heureux, tu vois. Il y en a, c'est d'aller à l'étranger, il y en a, c'est d'aller dans les montagnes, il y en a, c'est... enfin, bref, et c'est vrai que c'est impressionnant de voir qu'on n'a pas tous les mêmes envies déjà. Il y en a, ils s'en foutent d'avoir du temps libre. Il y en a, ils aiment bien, je pense pas, tout le monde aime avoir du temps libre, mais à différents égards, quoi. Moi, je vois que j'aime bien avoir du temps libre long pour bien penser les conférences d'astrophysique ou des trucs de spiritualité, tu sais, des trucs qui prennent du temps, et après où t'es zen, et après tu pars sur autre chose, quoi. J'aime pas être dans le speed. C'est vrai que c'est hyper intéressant de voir que chacun a une manière différente d'aspirer à la réussite. Et moi, depuis mai-juin, où j'ai lancé ma nouvelle compagnie, ma nouvelle entreprise Time for Human, je le mets ça en top priorité, de me dire, il faut que je trouve l'équilibre en fait. Pour moi, la réussite, c'est l'équilibre. C'est quand j'arrive à être content, à être aligné avec moi-même et profiter du temps que j'ai, de plus ou moins chaque journée en fait, bah, pour moi, je réussis en fait. Je réussis au quotidien. Je me suis pas dit, je réussirai quand j'aurai telle somme d'argent ou je réussirai quand j'aurai tel statut social. Je veux réussir tous les jours en fait. Parce que si demain je suis plus là, bah au moins j'aurais réussi jusque là, tu vois. Mais je sais pas si les gens réfléchissent comme moi, mais en tout cas, je notifie qu'il y a beaucoup de gens qui se fixent un goal et qui sont prêts à sacrifier plein de trucs, tu vois. Je sais pas si toi tu sacrifies des trucs par exemple dans ton quotidien. Pour l'instant, j'ai pas l'impression. Après, forcément, bah, je pense que c'est toujours une sorte de priorité aussi. Oui, bien sûr. Donc, je pense que ce que tu sacrifies te montre ce que tu es prêt à naturellement faire. Ou... Le prix que ça en fait. Ouais, mais après, si c'est naturel pour toi de le faire aussi, c'est que c'est pas trop... Enfin, parfois, c'est pas trop un sacrifice. Je sais Ouais, c'est pas faux. C'est pas Mais faux. Ouais, je suis non, d'accord. pour l'instant, j'ai pas l'impression de sacrifier parce que j'ai quand même l'impression d'avoir un bon équilibre Hmm. entre mes activités. Mais tu me disais la réussite, enfin, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Toi, tu dis la nature. Moi, je pense que c'est. Non, mais l'équilibre. Moi, je dis Ouais. c'est l'équilibre. Tu vois, quand j'ai le temps d'aller faire mon sport, j'ai le temps d'aller passer du temps en famille, avec ma copine, avec mes amis, et qu'à côté, ça avance mon côté boulot plus, bah, je suis content parce que je suis dans l'équilibre, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est hyper important. J'écoutais la DG, je crois que c'est de Mastercard, et elle disait que quand elle est trop dans sa carrière, elle est en déséquilibre, et quand elle est trop avec sa famille, ça En lui manque déséquilibre aussi. aussi. Et donc, c'est vraiment une histoire de comment tu jauges. De combien, est-ce que c'est 80-20, est-ce que c'est 50-50, quels sont tes besoins et d'adapter. Mais c'est vrai que c'est hyper long de savoir comment, enfin, où est-ce que tu te situes, où est-ce que tu te trouves bien. Et Ouais, après, je suis d'accord. parfois, une fois que tu as trouvé l'équilibre, ensuite tu t'ennuies, enfin, tu tombes dans une forme d'ennui parce que c'est trop parfait et donc tu as envie de tout chambouler. Faut te challenger Voilà, un faut peu, tout chambouler. c'est normal. Ouais. Ouais, ça c'est top. Moi, avant, quand j'étais plus jeune, je voyais l'entrepreneuriat, je me disais, faut que les gens ils se donnent corps et âme. Et tu vois, des fois, même je parle l'autre jour, j'étais en dîner de famille, là, dimanche dernier, quelqu'un qui me connaissait de loin, tu vois, un cousin éloigné, et qui me dit, alors, j'ai vu que tu as monté ta boîte et tout, du coup, tu passes toutes tes soirées, tes week-ends, tes machins. Je dis, bah non, j'ai toujours mon équilibre, vie perso, vie machin. Et je pense qu'il y a un peu dans l'inconscient collectif des gens qui entreprennent pas, ou peut-être de certains entrepreneurs, il y a toujours ce côté du faut sacrifier des années avant d'arriver à quelque chose et après tu peux souffler. C'est un peu comme dans la loi du marché et de l'emploi, tu bosses pendant 40 ans et après c'est la retraite et tu souffles. Moi, j'ai pas du tout cette philosophie-là. Parce que en fait, ma philosophie, c'est demain, tout peut s'arrêter. Donc en fait, il faut que j'ai kiffé jusque-là. En fait, il faut que j'ai un peu vécu ma retraite avant la retraite. Parce que s'il faut, je l'attendrai pas, la retraite. Tu vois? J'aime beaucoup, mais c'est vrai que moi j'avais un peu intériorisé ça aussi. Et puis quand tu vois en fait les récits de gens qui cartonnent, en vrai c'est un peu ça. Genre ils ont beaucoup sacrifié les premières années et maintenant ça marche bien, donc ils lèvent un tout petit peu le pied. Mais même Laurine Bemer par exemple, elle disait là ça fait 1 an qu'elle dégomme tout en création de contenu et tout, et là elle travaille moins, et là et du coup elle est choquée parce qu'elle a plein de sources de revenus qui sont beaucoup plus automatiques parce qu'elle a créé genre une liste email, un funnel de vente et tout ça. Et ça lui fait bizarre de lever le pied, mais ça fait, je pense, 1 an qu'elle vraiment elle est à... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans quel domaine, elle? Dans le copywriting. Ok. Tu vois qui c'est la meuf en rouge? Sur LinkedIn, là? Ouais. Avec les gants de boxe et tout? Non, ça c'est Valentine Soda. Ah Laurine, ouais. c'est son associée, elles font un bootcamp ghostwriting ensemble. Ok. Mais ouais, bah, du coup, mais j'ai un peu du mal à... J'aimerais penser comme ça, mais j'ai un peu du Ok. mal aussi parce que j'ai quand même l'impression que les entrepreneurs qui réussissent le mieux, ils ont quand même vraiment... Ouais. Moi, je pense que ce côté réussite est important pour moi, tu vois, aussi. Ouais. Genre, oui. Je pense que dans les valeurs, mais même depuis que je suis petite, hein, Ok. genre, j'ai toujours été très attachée aux notes, Ok. très attachée au fait de... Enfin,
de faire les choses bien, quoi. D'avoir une certaine La forme. reconnaissance, c'est un truc. Je sais pas si c'est que la reconnaissance, c'est aussi une genre de fierté personnelle, tu vois. Je pense que c'est pas que extérieur. Je pense que ça me fait aussi plaisir à moi, tu vois. Ok, te challenger. Donc, je sais pas. Je pense que ce côté réussi, enfin, que ce que tu fais, ça marche bien. Ouais. Je pense que c'est dans une de mes valeurs importantes. Ok. Donc, C'est intéressant. Ouais. T'es plutôt du genre, quand tu fais par exemple, je sais pas, du sport, t'es plutôt du genre à faire des trucs contre toi-même et te challenger, genre courir toujours plus vite, toujours plus longtemps. bah, Ou t'es plus. pas trop en plus, non. Ouais. Mais dans le. Peut-être pas dans le sport, mais plus dans la carrière, tu vois. Ok. Peut-être dans le sport, ça me touche un peu moins. Dans le sport, je suis pas en mode performance de ouf. J'aimerais bien d'ailleurs faire des Ironman ou des Ah ouais, petits carrément. marathons et tout. Ironman. Non, Ironman, ma soeur, Balèze, elle a fait costaud ma Ironman. soeur, elle a fait un mini Ironman. Ok, Et respect. ça m'a donné envie d'en faire. Et du coup, je me suis dit, en plus, si elle en fait, c'est bon, je peux le faire. mais ouais, ça me donne envie de le faire. Mais pour l'instant, je suis plus en mode. Le sport, c'est plutôt pour me sentir bien que pour Relax. être dans la performance, tu vois. Ouais. Ah, parce que t'as vite fait d'être dans la performance. Moi, j'essaie quand je fais des activités de pas être trop dans la performance, mais il y a. Bah, j'écoutais le TEDx de Greg Pouy qui disait même la méditation peut être une course à la performance. A priori, méditer, c'est pas un truc où t'es dans la performance, t'es relax. Mais les gens qui se disent il faut que je le fasse tous les jours, il faut que je fasse un une tel heure, ouais. il faut que je le fasse comme ci, comme ça, bah, ça en devient une contrainte et ça te met de la pression. Et moi, toutes les activités que je fais, j'essaye de me dire j'ai pas d'attente. Parce qu'au moins, je le fais. Si je le fais pas, c'est pas grave. Si je le fais, c'est cool, ça m'apportera des trucs, mais j'ai pas d'attente. Et Ouais, mais tu vois, je pense que c'est aussi positif parce que au final, quand t'es trop chill avec toi-même sur tout, non, mais ça veut Ouais, pas c'est- dire que je suis chill, hein. Ouais. Je le fais. Mais si je le fais pas, c'est pas grave. Tu vois, là, ça fait presque un mois ou même plus. Genre, je crois que je n'avais fait un post LinkedIn même, que je médite tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Même si c'est que 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, la plupart du temps, c'est une demi-heure, voire plus. Mais je médite tous les jours. Et ça me fait un bien fou. Et je le fais parce que je sens que ça me fait du bien. Mais des fois, il y a des journées où c'est tellement speed et je suis avec d'autres gens et je peux pas, j'ai pas le temps. Bah, je le fais pas, c'est pas grave. Mais c'est un truc que j'essaie de passer par là, quoi. mais c'est vrai que ce sujet de tout est transformé en performance, Hmm. c'est hyper toxique. Ouais, je suis d'accord. Mais en même temps, je pense que moi j'aime bien ce sujet. David Laroche, il en parle souvent. Comment tu trouves l'équilibre entre performance et bien-être? Ouais. Parce qu'au final, et c'est Andrea Ben Saïd aussi qui a Eskimos, son Ah. slogan de boîte. Il est C'est cool, les valeurs lui. de sa boîte, c'est performance et plaisir aussi, tu vois. Performance, c'est plaisir, Ouais. j'adore. Et ben moi je trouve que c'est très juste parce que je pense que c'est important d'être dans la performance, c'est aussi ça qui fait que tu te dépasses, que tu es fier de toi. Mhm. C'est aussi quand c'est aussi quand tu es dans la performance que tu fais des grands projets, que tu as Je suis plus d'accord. d'impact. Mais il faut pas le faire au détriment de autre chose. Mais ça peut être un plaisir d'être dans la performance aussi. Ouais. Tu vois, genre, moi je faisais beaucoup de sport avant, jusqu'à ce que je me blesse. Par exemple, le dernier sport que j'ai pratiqué à un bon niveau, c'était l'escalade. Je pouvais escalader quasiment tous les jours, 2 heures par jour. Mais c'était un plaisir. Jusqu'à qu'après je me blesse à l'épaule et que je calme. Mais je pense que si tu le fais sans avoir trop d'attente et parce que ça te balance des endorphines et que t'es heureux de le faire, tu sais, t'as ce sentiment de. Tu vois, t'es heureux de le faire, bah tu le fais avec plaisir en fait. C'est comme, après, il y a des gens, ils sont accros, mais à la course à pied. Mhm. On connaît tous des gens, tu sais, ils courent tous les jours et s'ils courent pas, ils sont pas bien. Tu vois. Et je me suis toujours dit, putain, c'est incroyable quand même. Tu peux être accro à la course à pied, quoi. Comme une drogue, un peu. Ouais, mais ça c'est bien. Il y a des bons. Ouais, je suis d'accord. t'as Après, des bonnes discussions. il y a du bien, pas du bien. Moi, j'ai un peu arrêté le. Arrêté. Je fais moins de sport qu'avant et ça me manque un peu, mais je me dis, si j'arrive à m'en passer et que je suis toujours bien, c'est que c'est pas si grave que ça, tu vois. Encore une fois, pas trop d'attentes. Comme sur le futur, en fait. Moi, je suis assez chill sur les attentes. Je pense que la vie, de toute façon, te met sur ton chemin ce que tu dois faire. Ça c'est plus un peu mon côté spirituel qui parle nouvellement. Et dev perso, c'est que je suis persuadé que ce que tu auras à faire dans ta vie, tu le feras. Ça viendra sur ton chemin, en fait. Les rencontres, les projets que tu auras à faire, si tu suis ton cœur et ton intuition, à un moment donné ou un autre, tu vas finir par te diriger vers la voie et tu vas le faire, quoi. Mais faut passer à l'action, faut oser, faut sauter dans le vide. Mm. Et c'est pas facile, ça. Mais du coup, t'as des objectifs toi ou pas? C'est quoi tes objectifs? Parce que. J'en ai t'as- encore beaucoup. Ouais. Mon premier objectif, là, que je pense, ça va être à titre personnel, d'arriver à être plus proche de ma conscience et de la pleine conscience en Ah, ok, faisant donc, mais plus je de veux dire, méditation. Dans ma tête, est-ce que tu as des objectifs un peu plus performance, business, ou est-ce que tu étais ultra détaché sur ça et Avec ma société Time for Human, j'aimerais beaucoup avoir une plus grosse audience. Ok. Quelqu'un me posait la question ce midi, j'étais avec un gars de LinkedIn que j'aime beaucoup, qui s'appelle Victor, grave cool. D'ailleurs, il te passe le bonjour. Ah, Victor Hugoninck. Ouais. Ah, et, le sang. et il m'a demandé, Victor Maurice.
Et il m'a demandé c'est quoi ton objectif pour la boîte. Je lui ai dit, moi, ce serait de partager ma valeur avec le plus grand nombre de personnes, d'impacter le plus grand nombre de personnes par les podcasts, par les écrits sur LinkedIn, partout en fait, Mais par alors, toutes mes actions. c'est quoi ta société d'ailleurs? Parce que moi, Time- En fait, Time for Human, le seul but, c'est de faire prendre conscience aux gens que le bien-être humain, c'est important. Et après, ça peut passer par du coaching, ça pourra passer par des conférences, ça pourra passer par tout. Le but, c'est que les gens, ils travaillent là-dessus et qu'ils arrêtent de subir leur vie, en fait. Qu'ils kiffent, tout simplement. Ok. C'est ça mon message à faire passer. C'est tout. Et après, sous quelle forme, je vais faire plein de choses. Je pense que ça va prendre beaucoup, beaucoup de formes. Mais c'est vraiment ça le message. Et si j'arrive à faire passer ça, bah, je serai content, globalement. Et après, moi, je vais documenter mes expériences. Je compte faire un peu à la Ulysse, tu vois. Moi, je suis pas quelqu'un, je vais pas me dire, je vais rester en France et faire ma petite vie. Là, bientôt, j'aimerais bien aller en Amérique latine. Après, j'aimerais bien aller au Japon, en Corée. J'ai beaucoup de projets de voyage. J'aimerais bien continuer un peu cette vie de digital nomade où tu continues à essayer de vendre peut-être des produits digitaux en ligne qui aident les gens à résoudre des vrais problèmes de la vie, que ce soit des problèmes mentaux, des blocages. Tu sais, moi, j'avais mon premier projet que j'avais fait s'appelait Barrière mentale. Tous mes potes, ils se foutaient de ma gueule, ils disaient ah, les barrières mentales, ça veut rien dire et tout. On entend parler de barrière mentale partout. C'est un sujet qui est énormissime. Et je pense que si les gens, ils arrivaient à passer plus de barrières mentales, eh ben, ils passeraient une meilleure vie parce qu'ils oseraient voyager, ils oseraient monter une boîte, ils oseraient aller vers des nouvelles personnes, trouver l'amour, enfin je sais pas, n'importe, tu vois. Et moi, je suis très dans le contact humain. J'aime beaucoup quand j'aide les gens à accomplir des choses. Et je pense que, ouais, non seulement faut que je fasse ce qui me fait plaisir, donc aller au bout de mes rêves et au bout de mes projets. Et au passage, si j'arrive à partager l'énergie que j'ai en moi et leur faire ressentir et qu'ils montent en énergie et qu'ils kiffent, je serais super content. Vraiment, pour moi, ce serait un aboutissement que, je sais pas, moi, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, j'en sais rien, il y a beaucoup de personnes qui connaissent Time for Human et qui disent, ah ok, lui, il a créé Time for Human, c'est pour que les gens, ils prennent leur temps pour les humains, quoi, tu vois. Mm. C'est aussi simple, tout est dans le titre, en fait. Il y a pas à chercher plus compliqué, tu vois. Les gars de Arthur Obeuf et tout, ils ont créé Time for the Planet. Je pense que t'as pas besoin de faire un pitch de Time for the Planet. C'est dans le titre en fait. Bah, Time for Human, c'est pareil. Je veux que les gens ils le voient de la manière dont ils veulent. C'est très subjectif, hein. Mais j'aime bien ce côté subjectif. C'est pour ça aussi que je veux pas trop. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont le derrière ceux qui disent il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut trouver son why, il faut faire machin. Moi, je pense que la réussite, elle est très personnelle et que tu as des gens, pour eux, la réussite, c'est avoir des enfants, avoir un chien, acheter un appartement. T'as d'autres gens, c'est faire le tour du monde. T'as d'autres gens, c'est créer une boîte. T'as d'autres gens, c'est devenir très connu. D'autres gens, c'est être plus proche de l'art. Enfin, tu vois, chacun a sa vision de la réussite. Ce qui compte, c'est de la mettre en œuvre et d'oser être pleinement soi-même et de passer les barrières et de passer le jugement social et de kiffer, quoi. Parce qu'en fait, si tu fais la somme du tout et que tu te demandes à la fin de ta vie ou enfin le jour où tu vas clamser est-ce que j'ai apprécié ou pas, en fait, on s'en fiche de ce que tu auras fait. C'est le ressenti que tu as eu et est-ce que tu as eu de l'amour, est-ce que tu as kiffé ce que tu as fait, quoi. Et moi, c'est peut-être mes expériences de vie, je sais pas si tu as su, mais j'ai eu un truc un peu, une expérience un peu hardcore quand j'étais en Asie. Et pour les auditeurs, je le redis, j'étais passé en prison. C'était pas de mon fait, mais voilà. Ça m'a fait réaliser que tout peut s'arrêter demain, en fait. Et du coup, faut vraiment prendre du recul, en fait, sur tout ça. Parce que là, on est micro, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de 1 an, mais si tu réalises à l'échelle de ta vie, enfin, faut arriver à dézoomer, quoi. Et moi, j'essaie de dézoomer en permanence. Et d'ailleurs, sur LinkedIn, ça marche bien, même avec des gens qui ont 30, 40, 50 ans. Souvent, ils viennent en dessous de mes posts, ils me disent ah merci, tu m'as permis de réaliser que bah, c'est pas si grave que ça, ou que bah, on est tous humains, donc il faut être plus chill avec les autres, il faut avoir plus d'indulgence, etc. Et j'aime bien parce que on n'a pas d'âge en fait pour lever le pied et avoir plus de, pas plus de maturité, mais plus de sagesse, je dirais, et se rendre compte que ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est est-ce que ça a un impact, comment on le fait, est-ce qu'on se sent bien, et c'est tout. Parce que au final, que tu le veuilles ou non, le temps va se passer. Dans 100 ans, tous les gens qui seront nés à notre époque, ils seront morts. Donc tu vois, et j'ai ce côté-là temporel. Après, moi je suis dans la physique, j'ai toujours été très dans la physique, donc pour moi c'est important. Ce côté-là de. C'est temporel en fait. Tu vois, juste avant que tu arrives, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le dire, j'ai écouté un truc sur les anciennes civilisations, les Égyptiens, des gens qui ont vécu il y a 5000 ans. Ils ont fait des pyramides. On sait toujours pas pourquoi elles sont là. C'est incroyable. Et j'espère qu'ils ont eu des belles vies, les Égyptiens. Mais ils ont fait un truc de dingue. Ils nous ont posé des pyramides. Et ça a traversé les siècles. Moi, je trouve ça fascinant. Tu vois. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais je trouve ça fascinant. Et 100 ans à l'échelle de l'humanité, c'est rien. C'est tout petit, quoi. Donc,
profite, fais ce que tu veux de ta vie. Moi, c'est mon message et c'est ce que je fais aussi. Et si je peux pousser un maximum de personnes à le faire, à se sentir mieux dans leur bien-être au quotidien et à l'échelle de leur vie, bah tant mieux. J'aurais kiffé à ce moment-là. C'était un super podcast en tout cas. Ouais, grave. Tu veux rajouter Merci, quelque chose Mams. ou tu veux clôturer là-dessus? Non, c'est bon. Je pense. Ok, bah j'ai kiffé, c'était Ouais, cool. c'est- Où est-ce qu'on peut te suivre? Dis aux auditeurs un peu où est-ce qu'on peut te suivre, même si Ok. j'imagine déjà. Bah, sur LinkedIn, principalement, Julia Cantarajou. Et sinon, sur mon podcast, Julia Wonders. Ok, c'est top. Bah, c'était Cyril Solder et Julia Cantariou Mm. sur Time for Human. À plus tard, bye bye, ciao.